C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Alors ils sont quasiment tous déclarés candidats à l'élection présidentielle. Manque à l'appel deux François Hollande et François Bayrou. Après un affrontement puis un déjeuner de réconciliation, sans doute pour la galerie, le président de la République et son Premier ministre Manuel Valls ont promis qu'il n'y aurait pas de crise institutionnelle, donc pas de crise officiellement entre président et Premier ministre. Mais qu'en est-il d'un bras de fer entre François et Manuel ? En attendant Godot, c'est-à-dire la décision de François Hollande que lui seul connaît, quoique on n'en est pas sûr, les journalistes n'ont que leur plume pour écrire ce qu'ils ne savent pas et les sondages pour spéculer. À droite, François Fillon, lui, n'a pas traîné, il a réorganisé le parti et est allé en campagne dès ce matin avec son statut de favori pour 2017, un statut dont il faut désormais se méfier. Alors pour en parler, je vous présente nos invités. Roland Quérol, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CEVIPOF. Et puis à vos côtés, Bruno Roger-Petit, éditorialiste à Challenge. Bonsoir. Bonsoir. Et on attend Carole Barjon de l'Obs qui sera là dans un petit moment. Mais peut-être donc, on n'est pas dans la tête de François Hollande. Va-t-il y aller ou pas? On attend tous cette décision. Écoutez ce que disait la ministre du Logement, Emmanuelle Cos, fraîchement reconvertie, on le sait, à François Hollande, c'était ce matin. Je pense que François Hollande, avec le bilan qu'il a, la situation économique et sociale de notre pays, il faut qu'il se présente, mais surtout il faut qu'il aille expliquer aux Français ce qu'il a fait. Quand on a des chiffres du chômage qui baissent, quand on a des chiffres sur le logement qui n'ont jamais été aussi bons depuis 5 ans, quand on a changé des choses sur la question de la pauvreté, parce que la pauvreté a diminué dans notre pays malgré tout ce qu'on raconte. Alors voilà, il y a ceux qui veulent que François Hollande se déclare très vite. Bruno, peut-être, François Hollande, c'est un peu comme la pierre de Rosette avant Champollion, il faut le déchiffrer. Est-ce que vous avez, vous, une petite idée de ce qui se trame? Oui, hein, c'est difficile. Écoutez, on va citer Lénine, la pratique est le critère de la vérité. Ouais. Donc si je me fie à la pratique de François Hollande, il me semble qu'il se prépare à être candidat. Sinon, il ne se serait pas donné la peine de débrancher habilement, comme il l'a fait lundi, Manuel Valls au cours de ce fameux déjeuner où... Quand vous dites qu'il l'a débranché... C'est-à-dire que Manuel Valls est arrivé pour être démissionné, ça c'est clair. Ouais. Il dit à son cabinet en quittant Matignon. Il avait prévu une réunion du cabinet pour son retour de déjeuner, qui était visiblement la réunion des adieux, on le sait. Donc il est parti conquérant et il est revenu conquis. C'est-à-dire qu'au cours du déjeuner, François Hollande lui a dit, mais en gros, hein, en substance... pourquoi tu t'embêtes, Manuel? Regarde ma situation, regarde la situation des Français, tire-en les conclusions que tu as envie de tirer, mais visiblement, c'est très compliqué pour moi. Et Manuel Valls l'a cru, visiblement. Et il semblerait que, si j'en crois mes confrères de Marianne et quelques informations que j'ai eues, il semblerait que entre le moment où il quitte l'Élysée et le moment où il arrive à Matignon, il comprend que François Hollande lui a fait une niche ou un tour en refusant de le démissionner. Un tour de culbuto. Et voilà, et il revient en tenant des propos peu amènes à l'endroit du président de la République. Jean-Marie, cette version, nul n'est là pour le... J'apprends des choses, voilà. Bien sûr, donc je ne sais pas. Et vous pensez comme... Je ne tomberai pas dans le piège que vous avez dénoncé, qui consisterait à dire des choses que je ne sais pas. Tout à fait, mais justement, c'est pour ça que je réfléchis bien à la question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuelle Cos, que François Hollande doit y aller pour défendre son bilan, ou qu'il a le choix entre plusieurs humiliations? D'abord, les humiliations que vous lui promettez sont liées à la lecture des sondages. Ouais. Et les événements récents nous ont montré... voilà, mais Roland les défendra. Roland les défendra, je n'ai aucune crainte là-dessus. Nous ont montré la pertinence de ces études d'opinion parce qu'elles ne sont pas en situation. Attendons d'être en situation pour pouvoir apprécier. Mais je vais prendre la question autrement. S'il n'y allait pas, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que nous aurions un président de la République qui d'abord a été élu par les Français et refuserait en quelque sorte de rendre compte aux Français le moment venu de ce qu'il a fait et éventuellement de se projeter vers l'avenir. Son bilan. Mais ça, dirons-nous, c'est un argument qu'on peut rejeter, écarter en disant oui, mais ça c'est de l'orgueil ou de la fierté. Moi je pense que c'est de la dignité. Mais bon, s'il n'y allait pas, il serait le premier président à s'incliner devant les sondages plutôt que devant le vote des Français.
Et donc nous aurions une démocratie où où les sondages sont plus importants que le vote. C'est un bouleversement assez dangereux et pour tout dire, avec des conséquences en chaîne, sur lesquelles il faudra... Et s'il n'y allait pas, ça voudrait dire qu'il serait victime, consentante, d'un coup de force institutionnel lancé par le Premier ministre contre lui. Car depuis la parution de ce livre, de ce funeste livre, de confidences qui n'en étaient pas, peu importe, on a bien vu l'instrumentalisation qui en était faite par le Premier ministre, et le Premier ministre a déclaré la guerre au Président de la République. Et s'il n'y allait pas, le Président, ça voudrait dire qu'il s'inclinerait devant un Premier ministre qui réussit à le décourager. Donc vous voyez, ce sont des événements qui, tous pris un à un, sont des événements dommageables, me semble-t-il, si on regarde l'intérêt du pays. Et l'intérêt, évidemment, de la présidence de la République, de la fonction présidentielle, que tous disent vouloir conquérir et que tous s'acharnent à affaiblir. Je parle à gauche, évidemment, parce qu'à droite, la remise en ordre a été parfaitement réussie. Alors, ce coup de force dont vous parlez, Jean-Marie, c'est-à-dire tordre le bras à François Hollande, Manuel Valls n'en est pas à son premier coup de force. Il lui a tordu le bras sur la déchéance de nationalité, sur le 49.3, sur l'affaire Leonarda. Est-ce qu'il peut encore une fois lui tordre le bras ? Écoutez, je crois que Bruno a eu raison de citer Lénine parce qu'on me dit que François Hollande, pour prendre sa décision, est en train de lire un petit opuscule de 1902 du même Lénine qui s'appelait « Que faire ?» Je doute d'ailleurs qu'il y trouve beaucoup d'indications utiles pour la période actuelle. Je sais aussi que Hollande... Je viens de faire un documentaire sur les sondages qui se termine par une déclaration de Hollande où il dit qu'il sait que celui qui est en tête des sondages en novembre ne gagne jamais en mai. Moi, j'ai interprété ça comme l'idée qu'il y réfléchissait malgré les sondages à y aller. Je pense, comme Jean-Marie, donc je ne vais pas reprendre son argumentaire avec lequel je suis d'accord, que François Hollande doit y aller. Je pense à vrai dire qu'il ne peut pas faire autre chose qu'y aller s'il regarde les variables que mes deux amis ont déjà avancées. Tout de même, on vient de voir une semaine psychédélique pour la vie politique française et d'une certaine façon honteuse. Que le numéro 3 protocolaire de l'État socialiste, M. Bartolone, invite les deux premiers protocolaires, le président et la Premier ministre, à se présenter l'un contre l'autre. Tout ça pour une vexation personnelle. Tout ça pour vexation personnelle, parce que François Hollande, dans le fameux livre, avait dit que M. Bartolone n'avait pas d'envergure. Ce que certains savaient déjà. Ce que les Français d'Île-de-France ont jugé, puisqu'ils ont préféré Mme Pécresse. Voilà. Donc, à cause de cela, on a cette crise au sommet public. On a un président qui invite un Premier ministre. Bruno vient de nous raconter comment ça s'était passé. Ça m'a effaré encore un peu plus. Mais en tout cas, on a eu droit à un communiqué après. Un communiqué après un entretien hebdomadaire entre le Premier ministre et le Président de la République, nous disant que l'entretien avait été cordial. Moi, je trouve ça formidable, parce que dans le Quai d'Orsay dit un entretien franc et cordial. C'est Brejnev, quoi. C'est qu'on s'est tapé sur la gueule. C'est un communiqué de guerre froide. Oui, c'est un communiqué de guerre froide. C'est du Brejnev, ça. Donc vraiment, si dans ces conditions, Hollande s'inclinait devant cette façon de faire du Premier ministre et du Président de l'Assemblée, ça serait indigne et désastreux pour les institutions et pour le Parti socialiste. Et puis quoi ? Il a un bilan. On fait comme si tout ce qu'il avait fait pendant 5 ans était absolument inavouable. Mais attention, il y a un tel bashing sur la personne de Hollande, maintenant dès qu'il parle, on écoute, on ne fait même plus, on ne fait même plus attention à ce qui a été fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une production législative extrêmement importante. Ils ont réformé un tas de choses. Qui d'autre que lui peut en prendre la responsabilité devant les Français, quitte à être battu. Absolument. Mais battu ou pas, je crois qu'il doit y aller. Et j'espère que dans son que faire à lui, il est en train de découvrir ça. En plus, c'est un bilan qui, du point de vue d'une gauche qui l'accuse de trahison, est plus que présentable. Le chef-d'œuvre de la propagande de l'extrême gauche, c'est la trahison. Alors qu'il y a zéro trahison, il y a simplement une politique. Il n'y a pas que l'extrême gauche, Jean-Marie. Plus souvent que nécessaire, trop à gauche. Bon, c'est ça le problème. Oui, parce que les frondeurs se sont mêlés et sont maintenant sous l'emprise intellectuelle, idéologique de l'extrême gauche. Comme hier, une bonne partie du Parti socialiste était sous l'emprise idéologique du Parti communiste. Ils ont le CRS. Mais moi, je remonte un petit peu. Je pense qu'il n'est jamais
jamais bon de laisser les affronts comme ça non lavés. Je pense à Jacques Chirac et à Lionel Jospin le 14 juillet 2001. Ce jour-là, Jacques Chirac à la télévision, président de la République, mais vraiment traîne plus bactère son Premier ministre. Et Lionel Jospin reste en place. De ce jour-là, il perd l'élection présidentielle parce qu'il a plié le genou, etc. Vous êtes allé vous-même interroger le Premier ministre à Abidjan. En allant à Abidjan, le Premier ministre dit quoi dans le... Il dit « j'ai honte ». Mais un Premier ministre nommé par le Président, qui a honte du Président, il doit partir. Il doit partir aussitôt. Et donc moi, je n'ai pas compris que la crise ne soit pas ouverte et résolue à ce moment-là. Mais cette crise, elle est bien là entre les deux hommes. Parce que... Sauf que, quels que soient par ailleurs les mérites du Premier ministre en tant que gouvernement d'Emmanuel Valls... Donc Valls se fait piéger, si on reprend ce que vous dites. Lui voulait être démissionné. Il voulait pousser le bouchon tellement loin que François Hollande soit en situation de dire « ça suffit maintenant, je change de Premier ministre ». Sauf que Hollande, qui n'est pas né de la dernière pluie, ne va pas faire ce cadeau à Manuel Valls, qui ne demande que ça, à quelques jours de déclarer sa candidature. Donc, il y a eu ce numéro fabuleux, digne du souper de Jean-Claude Briseville avec Talleyrand et Fouché, où Talleyrand, une fois de plus, a roulé dans la farine Fouché. C'est là-dessus que je m'interroge, Bruno, parce que moi, je Donc, Hollande, pense qu'il y a encore une ouais. hypothèse, et pour moi, les deux hypothèses, c'est 50-50, dans laquelle François Hollande renonce à y aller sous la pression de son Premier ministre, qui aura réussi à le décourager. Les deux hypothèses, pour moi, sont sur la table. Je suis d'accord. En tout cas, il l'a débranché pour la semaine. Oui, mais on sait qu'il se rebranche. Il peut se rebrancher samedi. Il y a une autre question aussi. Jean-Marie a raison de dire que le président doit rendre compte devant les Français. Le problème aussi, c'est qu'il s'est engagé implicitement depuis le mois de juin dernier à participer à la primaire organisée par le Parti socialiste. Bon, on voit bien l'embarras des Hollandais depuis quelques jours, qui consiste à dire que ça va poser un problème au président, qui va se retrouver confronté à son bilan, qui va être décrié par Arnaud Montebourg, et un certain nombre d'autres, à Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann qui a fait savoir qu'elle avait les parrainages pour être présentée. Et donc, je vous rends la parole et je dirai ensuite. Je vais clore cette première partie. On se retrouve dans quelques instants après un tour d'horizon de l'actualité et à tout de suite.